Demain après-midi, je vais me promener avec un ami. S'il fait mauvais, on regardera la télé. On n'est pas du coin, Tom et moi. On a fait connaissance au café de la Grande Place. Deux ados de la ville, ça jasait dans le village. Ça jasait d'autant plus que notre tenue vestimentaire ne s'accordait pas avec les kilts et les bérets. Les gens nous raillaient, mais c'était plutôt par envie et jalousie de nos belles plumes et traînes. Ne leur en tenant nulle rigueur, nous cheminions lentement et fièrement vers celui qui nous donnerait le précieux sésame. Mais il n'allait pas nous le donner sans contrepartie. Il voulait qu'on attrape le chat et qu'on vole la clé de la chambre de mamie. Car dans cette chambre se trouvait un flacon, un très joli flacon. C'était Valentin, un forgeron de métier, qui me l'avait dit. Et bien avant, c'était Pierre, l'homme de la grotte, qui m'avait raconté l'histoire du flacon. Un flacon dont personne ne connaissait le contenu. Précieux, maléfique ou bienfaiteur. Face à ces scénarios, il fallait être prudent. Déjouer les pièges ou se laisser porter par son destin. Dans tous les cas, se protéger. Étape après étape. Sas après sas. Geste après geste. Après de longues minutes à respecter le protocole de sécurité, la combinaison était enfin enfiée. Il restait maintenant à ouvrir ce fameux flacon et à découvrir notre destinée. Les gants un peu trop grands empêchaient la minutieuse manipulation nécessaire à l'ouverture. Délicatement, en retirant le bouchon, une fumée opaque, puis un fumet infâme se répandirent dans la pièce. Elle ouvrit la fenêtre donnant sur le jardin où les poules caquetaient en fuyant, se prévenant entre elles du danger imminent. Décidément, cette préparation héritée de sa grand-mère relevait de la sorcellerie. Vite, il fallait qu'elle voie son nouvel aspect. Son regard se porta sur ses mains. Elles étaient devenues longues, fines, et se terminaient par des griffes rouges sang. C'était donc arrivé. Elle n'avait pourtant jamais cru à cette prétendue malédiction qui frappait les femmes musiciennes dans sa famille. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle était devenue une pianiste émérite. Elle avait refusé le talisman protecteur que Sergueï voulait lui offrir, cette bague appelée malédiction de Liszt. Et maintenant, sous ses yeux, ses doigts qui tremblent, qu'elle ne reconnaît plus, et qu'elle ne guide plus les siens pourtant. Ses doigts si parfaits, l'instant d'avant, ne lui répondent plus. L'anneau en or qu'elle porte à l'annulaire gauche commence à fondre, laissant une trace profonde dans sa chair. De fines billes d'or commencent à se répandre dans la mousse brillante de mille feux. Elle se réveille brusquement par la douleur et se rend compte que son anneau a disparu. Son corps engourdi ne l'empêche pourtant pas de s'élancer à sa recherche. Elle bondit, trébuche, s'écroule et se relève. Il faut qu'elle retrouve son anneau. Sans ce précieux trésor, c'est toute sa mémoire qu'elle risque de voir disparaître. Elle siffle son cheval, l'enfourche et se lance à la poursuite de son agresseur, le seul à avoir pu lui dérober l'anneau. À ses côtés, ses compagnons font de même, et la cavalcade démarre au grand galop. Tout se forme un enchevêtrement de pattes, de crinières, de poussière, si furtif que le voleur de la relique est mis à terre assez rapidement. Elle lui arrache l'anneau du cou et fait demi-tour sans demander son reste, ses compagnons derrière elle, se demandant que faire de l'ennemi désormais prisonnier. Dans son élan si effréné, l'anneau lui glisse des mains. Et elle se retrouve seule à tenter de le récupérer sur ce sol instable, en craignant de terribles représailles.
La nuit tombe. Dans la pénombre, elle ne voit plus rien. Elle tremble. Elle a peur. Dans la forêt proche, les brigands pullulent et les hulottes ululent. Et entre les feuillages sombres, soudain, un fin croissant argenté apparaît et éclaire doucement les nombreux visiteurs du soir. Les plus curieux s'approchent de la grande porte métallique qui commence à s'ouvrir lentement. Une douce musique s'étire jusqu'à eux. L'antre est sombre, mais attirant, comme envoûtant. Serait-ce cet air inconnu qui pourtant fait appel à un souvenir commun? Le rythme s'accélérant, ils avancent de plus en plus vite vers la grande pièce éclairée. En entrant dans la pièce, nos aventuriers eurent un moment de recul. La pièce ressemblait plus à une bibliothèque qu'à une grotte. Dans les étagères s'entassaient de vieux livres qui semblaient sortis tout droit d'un monde imaginaire. Les coins de la pièce étaient occupés par de gros fauteuils et une tasse de café montrait que la grotte était habitée. Mais par qui? Devant la splendeur de cette pièce, ils oublièrent un instant l'objet de leur venue. L'un des aventuriers, celui à l'air plus fatigué, se laissa tomber de tout son corps sur l'énorme fauteuil bancal à droite de la pièce. Et d'un coup d'un seul, le fauteuil bascula contre le mur de la pièce. Ce qui suivit était extraordinaire, ressemblant à un jeu du XXIe siècle. Une porte secrète s'ouvrit vers une autre pièce, aussi surprenante que mystérieuse. Une pièce sans fin. Une autre perspective s'ouvre alors. La perspective d'un monde meilleur, un monde d'avenir et de possible. Il ambitionnait clairement d'atteindre le sommet de la hiérarchie, de n'avoir de compte à rendre à personne et d'éradiquer les vieux cons. Pour cela, il devait élaborer une stratégie à long terme, avoir une vision claire de la situation et passer rapidement à l'action. Il commença par passer ses contacts en revue. Tiens, je l'avais oublié celui-là. Il se rappela d'une scène marquante de cette rencontre. Assis sur son bureau, la lumière vacillante éclairant à peine son visage, lui disant « Il y a deux choses dans la vie qui ne sentent pas bon le troisième jour. Les visites et les cadavres. » Il s'était ensuite levé de son bureau, avait marché vers la porte et s'en était allé dans le silence. Dans le hall de l'établissement, deux jeunes soignantes masquées et pressées l'évitèrent de justesse. La jeunesse et l'enthousiasme ont l'odeur d'un soir d'été, se dit-il. C'est juste l'énergie qu'il me faut pour repartir. Les voyant s'éloigner dans un couloir moins fréquenté, il en profita pour les suivre. Discret et motivé, il attendit qu'elles entrent dans une pièce vide pour les rejoindre. Il ne fallait pas qu'elles le sentent. Il ne fallait surtout pas qu'elles prennent peur, ou sinon ce repas serait moins tendre. Il fallait faire vite, mais il ne fallait pas se précipiter. Avant de choisir laquelle serait la première, il fallait passer en revue tout l'espace, vérifier qu'il n'y avait pas de danger, être à l'affût. Il sentit ses pupilles se dilater, son corps se tendre. Il était prêt.
Il huma l'air une dernière fois pour se remplir de courage, laissa le taux d'humidité ambiant pénétrer son corps et, haletant, dans une attente frugale, se cacha dans l'ombre d'une embrasure. Ce fut à ce moment-là qu'il la vit et sut que son choix s'était posé sur elle. C'est alors qu'il s'élança. Ah! Oh. Elle se tenait là, assise à la terrasse d'un café. Esquissant un sourire radieux, elle se tourna vers lui. Le temps semblait s'être arrêté. Rien ni personne n'aurait pu interrompre cet instant. Le cœur tremblant et les mains moites, il était bien décidé à aller au bout de sa démarche. Il fallait qu'il lui révèle ce secret qu'il connaissait depuis si longtemps. Pourrait-elle comprendre? Pourrait-elle n'en vouloir à personne? Pourrait-elle se construire avec cette vérité? Il n'en savait rien, mais le moment était venu. Il lui proposa une balade sur la plage à marée basse. Elle accepta. Les vagues venaient lécher leurs bottes. Tous deux sautillaient pour les éviter. Il parla de son enfance et peu à peu, il évoqua cet accident qui les avait touchés l'un et l'autre. Dur d'évoquer de tels souvenirs, mais pour sceller leur retrouvaille, il fallait éclaircir certaines zones d'ombre, donc à chacun d'évoquer sa version des faits. L'ambiance était tendue. Tous se mirent autour de la table et Martin fut le premier à donner sa version des faits. La nuit était claire comme en plein jour et la foule était joyeuse, ivre de musique et de liberté retrouvée. Mais cette insouciance fut de courte durée, car le gorille, échappé du zoo voisin, vint semer la panique. Heureusement, l'arrivée inopinée Superwoman rassura la foule. Elle savait murmurer à l'oreille des gorilles. Et ils repartirent, bras dessus, bras dessous. Le lien qui les unissait si soudainement était aussi mystique que le vrombissement des milliers de spectateurs qui chantaient en chœur. Mais quel doux bonheur s'emparait de nous à l'écoute de ces voix inondant la salle de fauteuils rouges. Les mots rebondissaient, percutaient les têtes et repartaient vers le plafond. Ils se croisaient, s'en mêlaient, se liaient, formant des phrases caressant les oreilles. Mais taisez-vous. Vous me fatiguez avec vos blablas. Mes oreilles n'en peuvent plus. Je débranche mon sonotone. Hum.